Bonjour à tous, voici la suite du cours d'analyse numérique. Le cours d'aujourd'hui est un petit peu particulier puisqu'il porte sur le codage des nombres. On ne va pas parler aujourd'hui d'une technique particulière d'un algorithme particulier utilisé en analyse numérique, mais on va essayer de se demander comment les nombres flottants, c'est-à-dire les nombres à virgule, sont stockés dans la mémoire de l'ordinateur. Alors, ce n'est pas évidemment quelque chose que vous avez besoin de connaître par cœur tout le temps, mais il faut quand même que vous ayez quelques notions sur la manière dont ces nombres sont enregistrés dans la mémoire de l'ordinateur, parce que leurs propriétés quand même en dépendent, et parfois on peut avoir des mauvaises surprises. Vous voyez, là je viens de taper 0,1 plus 0,2, et donc normalement vous êtes capable de tête de savoir ce que cela devrait faire, mais vous voyez que l'ordinateur ici a répondu donc quelque chose qui est un petit peu surprenant. Alors évidemment c'est presque le bon résultat, mais ce n'est pas tout à fait celui que vous voulez. Alors l'erreur ici est assez négligeable, mais regardez, si j'essaie un petit peu de forcer cette erreur à se cumuler, je vais faire une addition ici, une boucle, je vais faire une boucle en répétant je vais incrémenter un compteur donc de 0,1 à chaque fois. Vous voyez que le résultat ici est quand même assez différent de 100 000. On attendrait 100 000 bien sûr, puisque j'étais parti de 0 et j'ai ajouté 1 million de fois le nombre 0,1. Mais vous voyez qu'en fait, j'ai évidemment un nombre qui est proche de 100 000, mais quand même, vous voyez qu'ici, on doit être au 100 millième près, peut-être au millionième près. Il y a quand même ici une erreur qui est devenue significative. Alors, à quoi est-ce que cela tient? Cela tient en fait à la manière dont les nombres sont ici codés. Peut-être déjà dans un premier temps, ce qu'on peut remarquer, c'est que le nombre 0,1 que j'ai utilisé dans les deux exemples ci-dessus, c'est un nombre qui, alors ici on a l'impression qu'il est correctement affiché. En fait c'est une illusion. Si on regarde d'un petit peu plus près ce qu'il y a dans l'ordinateur quand je tape 0,1, vous voyez que en réalité donc le nombre 0,1 n'est pas correctement codé par l'ordinateur. C'est simplement pour une commodité d'affichage. Ici que l'interpréteur Python m'avait affiché 0,1 et il avait arrondi, tout simplement. Il avait arrondi, et donc ici l'arrondi par chance avait donné 0,1, mais vous voyez qu'en réalité je suis vraiment tombé pas loin de quelque chose qui se serait répercuté sur l'affichage, puisque vous voyez qu'en fait un tout petit peu après les chiffres qui ont été arrondis correctement par Python il y a un instant, vous voyez qu'en fait il y avait une valeur qui n'est pas la valeur attendue. Bon, ça tient en fait tout simplement au fait que le nombre 0,1 n'est pas un nombre qui peut s'écrire de manière commode comme somme de puissance de 2. Alors on parle ici de puissance négative plutôt, mais vous voyez que 0,5 c'est 1 sur 2 bien sûr. Bon, 1 sur 2, plus exactement c'est 2 puissance moins 1. Donc là on a quelque chose qui est une puissance de 2. Vous savez bien que les ordinateurs aiment beaucoup les puissances de 2. Donc 0,25 est un nombre qui ne va poser lui non plus aucun problème. Ou bien la somme de 2 puissance de 2. Par exemple 0,5 plus 0,25, ça fait 0,75. Et le nombre 0,75 lui aussi, ça marche bien. Par contre 0,1, 0,2, ce sont des nombres qui posent davantage de problèmes. Alors la manière dont les nombres flottants sont enregistrés ici, sont codés, ne dépend pas ici de l'interpréteur Python. Ici, on est dans quelque chose qui est bien en dessous en termes de niveau de l'interpréteur Python lui-même. On est au niveau, donc vraiment dans du très bas niveau. On est proche de, en fait, on est au niveau donc des données que manipule le microprocesseur directement. C'est-à-dire que si j'avais travaillé dans un autre langage, ça n'aurait strictement rien changé. Ici, Python utilise lui-même le type de données que lui propose ici le système. Alors c'est ce codage propre ici au système est spécifié par une norme qui est la norme IEEE 754, I3E 754 si vous voulez. Bon, je ne vous demanderai pas d'apprendre par cœur comme ça tous les jours des noms de normes, mais celle-ci c'est la plus connue que vous ayez à connaître cette année. C'est celle qui définit encore une fois la manière dont la virgule flottante est utilisée par un ordinateur. Alors en fait, cette norme
propose plusieurs types de codage. Bon, retenez l'existence surtout de deux. La simple précision, alors, qui permet de coder des nombres à virgule sur 32 bits, et la double précision, qui est très certainement ce que vos propres ordinateurs utilisent. Je pense que tous vos ordinateurs utilisent ça, la double précision, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des nombres qui sont codés sur 64 bits. Comment on va le voir? Enfin, on va le voir, mais on va surtout travailler aujourd'hui sur la simple précision pour les exemples, parce que ce sera plus simple à manipuler. Mais bon, sachez que les nombres codés en simple précision existent réellement. Il y a des types d'ordinateurs qui l'utilisent, et puis même vous, pour une raison ou une autre, vous pouvez être amené à choisir, par exemple avec NumPy, le module dont on a parlé l'autre jour. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous-même utiliser les nombres en simple précision, si par exemple vous voulez gagner de la mémoire, si vous voulez stocker d'énormes quantités de nombres, la simple précision peut être un choix tout à fait utile dans certains cas. Alors, avant de regarder en détail comment marche la simple précision, enfin le standard IEEE 754, on va peut-être d'abord se demander comment un nombre en base, comment un nombre flottant peut être codé, peut être déjà écrit en base 2. Parce que déjà, avant de voir comment on va stocker chaque chiffre dans des endroits différents, peut-être déjà quand même se familiariser avec l'idée qu'un nombre à virgule peut lui-même être codé en base 2. On a déjà parlé de la base 2 pour les entiers en début d'année. On va juste rapidement généraliser cela avant de revenir à ce standard. Alors si je prends un nombre quelconque, donc par exemple ici un nombre qui est proche de pi, bon ici j'ai demandé un affichage avec une conversion en base 2. Ici c'est une virgule fixe, c'est pas tout à fait ce dont on va parler tout à l'heure. C'est un nombre qui est écrit en base 2, comme vous avez l'habitude vous-même d'écrire la plupart du temps les nombres en base 10, c'est-à-dire avec une virgule fixe, une virgule qui sépare le chiffre des unités, donc de la première décimale qui suit. Bon, si vous faites attention, vous voyez que la partie entière de pi, bon, vous la reconnaissez, pi ça commence par 3, et donc vous voyez qu'ici le nombre 1 en base 2, bien sûr représente 3, mais ça on en a déjà parlé. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce qui suit. Comment se fait-il que donc les décimales, 14, 15, 9, etc., soient codées 0, 0, 1, 0, 0, 1, etc. Alors en fait, il n'y a rien de vraiment nouveau. En fait, c'est exactement ce que vous avez l'habitude de faire en base 10. Si je prends un nombre, donc je reprends le même. Comment est-ce que vous faites pour avoir la première décimale? Tout simplement, vous multipliez par 10 et vous voyez quel est le nombre que vous obtenez. Donc regardez, je vais prendre ce nombre, donc je vais retirer 3 par commodité, je vais retirer la partie entière et je vais multiplier par 10. Qu'est-ce que j'ai? J'ai 1, quelque chose. Donc la première décimale, c'est en fait 1. Après, je peux poursuivre. Je vais retirer cette partie entière, donc c'est 1, et je vais à nouveau multiplier le reste par 10, et vous voyez que j'ai 4. Donc la deuxième décimale de pi, ce sera 4. Je peux continuer. Je vais donc retirer ma partie entière qui est 4, et je vais multiplier à nouveau par 10, et vous voyez que j'ai ici 1, donc c'est mon troisième chiffre. Et ainsi de suite, je le fais une dernière fois en base 10, mais après je rebascule sur la base 2. Et donc j'ai ici le 5. Donc j'ai réussi à extraire ici les 4 chiffres, 1, 4, 1, 5, qui sont ceux de pi. Faisons la même chose, mais en base 2. Donc je repars de mon p-3, c'est-à-dire qu'en fait j'ai extrait la partie entière. Je vais multiplier par 2. Donc je vais multiplier par 2. Qu'est-ce que cela me donne? Ça me donne un chiffre, ça me donne un nombre qui est plus petit que 1. Il commence par 0, etc. Donc nous avons ici notre premier chiffre après la virgule. Vous vous souvenez que tout à l'heure, effectivement, on avait un 0 après la virgule. Alors je le retire, mais évidemment, c'est pas très utile de faire moins 0, mais comme ça au moins ce sera cohérent. Je vais remultiplier par 2. Vous voyez qu'à nouveau, j'ai un nombre qui est plus petit que 1. À nouveau, la partie entière, c'est 0. Donc le deuxième chiffre, ce sera à nouveau un 0. Bon, je vais le retirer. Là encore, c'est pas très utile, mais je le fais quand même. Et vous voyez que cette fois, j'arrive à un nombre qui est plus grand que 1. Donc ma troisième décimale après la virgule, ce sera 1. Je vais rapidement poursuivre pour les 6 premières décimales puisqu'on les avait vues tout à l'heure. Donc j'ai à nouveau un 0.
je vais à nouveau multiplier par 2, j'ai à nouveau un 0, donc je le garde en tête. Je crois que j'avais oublié de retirer 0, je le fais comme ceci. J'ai à nouveau un 0. Est-ce que c'est normal ici? Ça me fait, j'ai perdu un petit peu le fil. Pourquoi est-ce qu'on a... Non, c'est bon. Voilà, là j'ai retiré 2 zéros. Alors regardez, j'ai retiré ce 0 là et celui-ci, c'est logique. Et normalement, donc, si je le fais une dernière fois, je vais multiplier par 1. Là, par contre, il y a quelque chose qui m'échappe quand même. C'est pourquoi est-ce que on va avoir 3 zéros de suite. Ça, c'est pas ce que j'aurais... c'est pas ce dont je me souvenais tout à l'heure, parce qu'il me semblait qu'on avait eu un nombre qui était... où est-ce qu'il est? Il est ici, 001, 001. Donc là, il y a quelque chose d'un petit peu bizarre. 001, 001. Comment ça se fait qu'on ait cela? J'ai dû me tromper quelque part, mais je ne vois pas bien où. J'ai dû oublier. Oui, voilà, si je le vois. Je suis désolé. En fait, j'avais oublié de multiplier par 2 ici. Voilà. Évidemment, j'ai beaucoup trop de parenthèses ouvertes. Alors voilà, je suis désolé. Je vais essayer juste de rectifier rapidement. Donc, j'avais fait ceci. Je vais essayer rapidement de compléter. J'ai multiplié par 2. Et donc, je vais retirer ce 0. Je multiplie par 2 et je retire ce 0. Je multiplie par 2 et voilà, j'ai le chiffre 1. Donc voilà, hein, je suis désolé, mais donc on a bien ici le nombre qui est attendu, 0, 0, 1. Donc, ils sont ici, 0, 0, 1, 0, 0 et 1. C'est donc le nombre qu'on avait obtenu tout à l'heure. Alors je vais basculer sur une fenêtre qui est... Alors je vais peut-être faire comme ceci. Voilà, vous aurez... voilà, on n'a qu'à faire comme ceci. Je vais basculer sur une deuxième fenêtre qui vous permettra de voir un petit peu comment sont disposés les chiffres dans ce standard. La fenêtre que vous avez sous les yeux est une fenêtre qui reprend le codage des nombres en simple précision sur 32 bits. C'est-à-dire que si vous comptez le nombre de petites cases qu'on peut cocher, vous verrez qu'il y en a 32. Je vais partir du nombre qu'on a commencé à regarder, qui était proche de pi. Je me suis trompé. Voilà. Voilà. Alors, bien évidemment, les cases qui sont cochées sont des cases qui représentent juste le chiffre 0 ou 1. Hein, on aurait pu mettre 0 ou 1. Ce site a choisi plutôt de mettre des cases qu'on peut cocher ou non, mais bien sûr, vous rectifierez sans problème. Alors, en fait, nous venons de calculer des chiffres qui étaient 001, 001. En fait, ils sont ici. Hein. J'espère que vous pouvez voir la souris qui se déplace sur cette capture d'écran. Mais vous voyez que je vais ici faire exprès de les inverser. Je rectifierai ici. Voilà, 0, 0, 1, 0, 0, 1. De mémoire, vous vous souvenez qu'il y avait tout à l'heure 4 zéros qui suivaient. Je vais essayer de les retrouver rapidement. Ils sont ici. 4 zéros qui suivent. Eh bien, en fait, on les a ici. Hein. Ce sont 1, 2, 3, 4, 0. Et puis après, il y avait beaucoup de 1. Vous les voyez également ici qui suivent. Donc, en fait, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de profiter des 32 bits auxquels nous avons droit pour les répartir de la manière qui a été jugée la plus équilibrée par les concepteurs du standard. On va réserver, alors il y en a ici combien? Il y en a, si vous l'aviez écrit ici, il y en a, alors en fait il y en a 23. Hein. Vous avez ici 24 qui est écrit, mais on va voir d'où vient ce 24. Hein. Vous voyez qu'il y en a un qui en fait n'est pas codé. Hein. Donc on va pour l'instant dire qu'il y en a 23. Vous avez ici 23 chiffres dans cette zone qui est la zone un petit peu orange de ce convertisseur. Et nous avons ici les chiffres qui sont les chiffres significatifs du nombre que nous voulons coder. Ça veut dire quoi significatif? Ça veut dire qu'en fait, la précision du standard sera toujours la même, quel que soit l'ordre de grandeur du nombre que vous voulez coder. C'est-à-dire qu'en fait, ce nombre-là, 3, je peux l'écrire, 3, 14, 15, 9, 2, 6, 5, 3, 5, voilà.
Donc là, bon, vous voyez que mes chiffres sont bien là, hein, ils sont tous là, la précision dont je dispose est suffisante, mais il faut dire qu'ici on est en double précision, hein. En fait, même si mon exemple d'en dessous sera en simple précision, ben, en fait, je peux aussi bien le mettre, dans l'ordre de grandeur que vous connaissez, hein, donc je peux ici avoir un ordre de grandeur qui est proche de 1, c'est pi, mais vous voyez que si pour une raison ou une autre, je voulais travailler sur pi multiplié par 10 puissance 100, vous voyez qu'en fait, la précision n'a pas bougé. J'ai droit à la même précision, quel que soit l'ordre de grandeur. Si pour une raison ou une autre, je voulais travailler sur un nombre tout petit, donc pi fois 10 puissance moins 100, vous voyez que là encore, hein, vous voyez que la précision n'a pas été altérée du tout. J'ai le droit à la même précision aussi bien pour un nombre tout petit, hein, par exemple 10 puissance moins 300, c'est vraiment tout petit, mais vous voyez que j'ai droit à cette précision-là, ou au contraire, 10 puissance 300, c'est un nombre très grand, mais pareil. Hein, donc, j'ai le droit à une certaine précision au niveau des chiffres significatifs qui est indépendante de l'ordre de grandeur. Hein, dans le petit convertisseur que vous avez en dessous, vous pouvez voir qu'en réalité, on va stocker séparément les chiffres significatifs, cela va s'appeler la mantis. Hein, on va passer un petit moment sur cette mantis. L'ordre de grandeur, ça va s'appeler l'exposant. Bon, et puis le signe. Le signe est codé tout à fait à part. Bon, là, on ne va pas beaucoup en parler. C'est ce qui présente le moins d'intérêt parce que c'est le plus simple, hein, pour vous. Le premier bit, hein, dans ce standard, c'est le signe. Hein. Quelle que soit la précision, ce sera toujours pareil. Le premier bit sert à coder le signe. On peut difficilement faire 100. Hein, on a besoin d'exactement un bit d'information pour savoir si le nombre est positif ou négatif. Mais ça pose peu de problèmes. Ce que j'appelle les chiffres significatifs de votre nombre, c'est ce qu'on appelle la mantis. Hein, il y a 3 parties, le signe, l'exposant et la mantis. Comme nous venons de passer un petit moment dans le calcul de ce que pouvait être un nombre en base 2, un nombre à virgule en base 2, ben, sachez qu'en fait, je parlais ici de la mantis. Après, on pourra jouer sur l'exposant pour modifier l'ordre de grandeur, mais nos chiffres significatifs, ils seront ici. Ben, qu'est-ce qu'on doit mettre dans la mantis? En fait, rien de plus que ce qu'on a calculé, vous le voyez, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Ils étaient là tout à l'heure. Bon, la seule chose particulière, c'est ceci. En fait, il ne faut pas oublier qu'on avait quand même une partie entière. La partie entière, c'était 1, 1, 0, virgule, 0, 0, 1, 0, 0, 1, etc. Or, vous, ce que vous avez manifestement ici, c'est un seul 1. Il est là. Il y en a un qui est disparu. On se serait attendu à 1, 1, virgule, 0, 0, 1, 0, 0, 1, etc. Bon, c'est ici une particularité donc, de ce standard. En fait, il est étroitement lié à quelque chose que vous connaissez déjà, qui est l'écriture d'un nombre en écriture scientifique. Vous avez l'habitude d'écrire des nombres en base 10 de la manière suivante. Par exemple, je prends un nombre quelconque. Voilà. Ce nombre qui apparaît à l'écran, c'est un nombre que vous écrivez normalement avec un seul chiffre avant la virgule, suivi d'une virgule, suivi des chiffres significatifs, suivi d'un exposant. Donc là, c'est en base 10, mais c'est comme ça que vous faites. Normalement, vous ne devez pas écrire quelque chose du type 0. Vous voyez qu'instantanément, l'écriture a été rectifiée. L'écriture scientifique, c'est toujours un chiffre, virgule, les chiffres significatifs qui suivent, et puis l'exposant. Donc voilà, ça veut dire qu'en fait, si je respecte l'idée de tout à l'heure, je devrais en théorie écrire 1, virgule, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, etc. Et puis me souvenir qu'ensuite, je devrais multiplier à la fin par 2 puissance 1. En effet, vous voyez que 3, c'est un nombre qui est situé entre 2 et 4. Donc on est déjà dans une puissance de 2 qui est entre 2 puissance 1 et 2 puissance 2. Et donc en fait, je devrais écrire 1, virgule, quelque chose, fois 2 exposant 1. Bah, c'est précisément ce qui est fait. Sauf qu'ici, le 1, virgule n'est pas écrit, il est caché. Alors où est-ce qu'il est? On va essayer de voir où est-ce qu'il est. Mais en fait, donc voilà, ce que vous avez dans la partie qui est un petit peu ici en couleur orange, c'est ce qui suit la virgule. Vous n'avez que la partie qui suit la virgule. Alors, où est le chiffre qui est avant la virgule?
Tout à l'heure, je vous avais donné des exemples en base 10. Ici, vous avez un nombre en base 10. Maintenant, que se passe-t-il si je change le premier chiffre significatif? J'ai un autre chiffre avant la virgule. Maintenant, il y a une particularité de la base 2, c'est que le premier chiffre, c'est forcément 1. En effet, dans l'écriture scientifique, ça ne peut pas être 0. Ça ne peut pas être 0. Pourquoi? Parce qu'on va jouer sur l'exposant. À un exposant près, je pourrais toujours m'arranger pour que le premier chiffre significatif ne soit pas nul. C'est ce qui est apparu tout à l'heure. Vous voyez, si j'écris ceci, j'ai essayé de faire en sorte que le premier chiffre significatif soit 0, mais instantanément, l'écriture scientifique a été corrigée. La virgule a été déplacée, tout simplement. La virgule a été déplacée après le premier chiffre non nul. Or, en base 2, il n'y a que des 0 et des 1. Donc, le premier chiffre significatif, c'est forcément 1. Et donc là, on a une espèce de tour de magie qui fait qu'on a un bit d'information qui a le droit de ne pas être codé. C'est une sorte d'information. Normalement, on devrait la mettre quelque part, mais en fait, elle est évidente. Donc, évidemment, par économie, on ne va pas la mettre. Et donc, voilà comment nous devons comprendre la mantis. La mantis, ce sont tous les chiffres significatifs qu'il y aura après la virgule, étant entendu qu'en fait, on ne va pas écrire un virgule, donc on ne va pas le coder. Ce sera implicite. C'est précisément ce qui était écrit sur la page suivante. Nous avons droit à 32 bits, 1 pour le signe, 8 pour l'exposant. Si vous faites le calcul, il n'en reste que 23. Mais grâce à ce petit tour de magie, on peut dire qu'on en a 24, puisqu'il y en a un qui est caché. Il n'est pas écrit. Mais bon, encore une fois, vous pouvez mentalement, entre la partie verte qui est ici et la partie orange, vous pouvez mentalement écrire comme s'il y avait 1, virgule, ce qui suit, qui était écrit à cet endroit-là. Et bien donc regardons, on est sur cet exemple qui est le même que tout à l'heure. Vous pouvez voir que, donc bien sûr, donc on a écrit 1,1, etc. Mais ça, c'est pas pi. C'est en fait pi sur 2. Puisqu'on a déplacé la virgule, on l'a décalé. Donc il faut que je remultiplie, je viens de le dire, par 2 puissance 1. Et vous pouvez voir ici dans la zone verte qu'effectivement l'exposant est là. Donc on a une vraie écriture scientifique en base 2. 1,1001001, etc. fois 2 puissance 1. Et là, c'est cohérent. C'est exactement ce que nous voulions. Donc on va bientôt passer à l'exposant pour essayer de voir comment l'exposant lui-même est codé. Mais donc voilà, en tout cas pour la mantis. Si vous regardez en fait la mantis qui est codée, normalement c'est un nombre que vous connaissez un petit peu de vue, j'espère. Vous voyez que c'est pi sur 2, 1,5, etc. Je peux le faire sous vos yeux, bien sûr, mais c'est quand même un nombre à connaître le moins de tête. Donc voilà, pi, vous le connaissez bien. Pi sur 2, voilà, c'est ce nombre qui apparaît ici. De manière approchée, bien entendu. Donc pi sur 2, et vous voyez le tout fois 2 puissance 1. Donc si j'écris ça fois 2 puissance 1, je retombe bien sur le nombre pi. Donc je vais coder ce nombre ainsi. Pourquoi pi sur 2? Parce que pi sur 2, c'est en fait le nombre qui, multiplié par une puissance de 2, se retrouve entre 1 et 2. Donc la puissance de 2 ici, c'est quoi? C'est 2 puissance moins 1, bien sûr. Pi fois 2 puissance moins 1. Voilà, c'est le seul nombre qui se trouve entre 1 et 2. C'est le seul nombre qui s'écrit sous cette forme-là. Pi fois une puissance de 2, avec un résultat compris entre 1 et 2. Donc voilà pour la mantis. Cette mantis étant trouvée, vous allez pouvoir jouer sur l'ordre de grandeur grâce à l'exposant. Alors l'exposant, en théorie, peut être positif ou négatif. Pourquoi? Parce qu'en effet, vous pouvez avoir envie de travailler sur un nombre tout petit ou sur un nombre très grand. Il y a des constantes en physique qui sont tout petites quand on travaille en physique atomique, et des constantes qui sont très grandes quand on travaille en physique en astronomie par exemple. Donc il faut les deux. Alors plutôt que de s'embêter à remettre un système de nombres positifs ou négatifs pour l'exposant, les concepteurs du standard ont choisi de travailler avec un décalage. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez ici 8 bits. Vous pouvez donc normalement, je rappelle, coder des nombres qui seront entre 0 et 255. Ici, sous les yeux, vous avez le nombre 128. Donc le plus petit, ce serait 0, il est là, c'est 0. Le plus grand, ce serait 255, il est ici. Mais donc, les concepteurs ont choisi d'utiliser un décalage. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez coder un nombre positif entier entre 0 et 255, et vous allez lui retirer 127. Donc je reviens à mon nombre pi. Comment est-ce que je vais coder le nombre 1, qui est l'exposant du nombre 2, ici? Je vais faire
1 plus 128. Plus 127, pardon, je vais faire 1 plus 127, donc ça me donne 128, et je vais coder le nombre 128. Donc en fait, l'exposant 1 va être écrit sous la forme 128. L'avantage c'est quoi? L'avantage c'est que si j'avais besoin d'un exposant négatif, il me suffit de prendre un nombre plus petit. Donc par exemple, on n'a qu'à prendre, tiens, le plus grand. Alors, bon, si je fais ça, j'ai codé 127. Alors regarde, ce nombre est intéressant d'ailleurs. Ici, j'ai codé 127. 127 moins 127, ça fait 0. Ça veut donc dire que je vais multiplier ma mantis par 2 puissance 0, c'est-à-dire par 1. Sans surprise, le résultat, c'est pi sur 2. Pourquoi? Parce qu'en fait, ma mantis code pi sur 2. Donc, fois 2 puissance 0, c'est pi sur 2. Maintenant, si je voulais un nombre encore plus petit, il faudrait que je trouve un exposant négatif. Vous avez compris qu'en fait, tout exposant plus petit que 127 va être, par la suite du décalage, transformé en un nombre négatif. Donc, si je code le nombre 126 ici en base 2, donc dans les 8 bits que m'offre l'exposant, 126 moins 127, ça fait moins 1. Ça veut donc dire que ma mantis doit être divisée par 2. Ce nombre est donc pi sur 4. Je rappelle que la mantis contient pi sur 2. Si je redivise ce nombre par 2, cela me fait pi sur 4. C'est le nombre que vous avez ici. À peu près, on va la rapprocher bien sûr. Donc voilà, grâce au système, nous pouvons avoir des exposants négatifs aussi bien que positifs. Mais en fait, on ne va coder que les nombres positifs dans l'exposant. Il faudra se souvenir qu'il y a un décalage simplement. Alors bon, voilà pour le principe général. Le seul problème, peut-être que les plus attentifs d'entre vous l'auront peut-être repéré, c'est qu'il y a un nombre réel qui ne peut pas être multiplié par une puissance de 2 d'une manière telle qu'on se retrouve avec notre fameux bit caché. En effet, nous cherchons coûte que coûte à mettre le nombre entre 1 et 2. Vous pouvez le faire pour tous les nombres. Vous pouvez toujours trouver une puissance de 2 telle que, en multipliant ce nombre donc par cette puissance, vous arriviez à le positionner entre 1 et 2. Sauf 1. Ce nombre, vous le connaissez bien, c'est 0. 0 pose un problème avec ce système, puisque on ne peut pas profiter du fameux bit caché qui, encore une fois, était fabuleux parce que ça nous faisait gagner un bit. Ça nous permettait finalement de faire comme si sur nos 32 bits, on en avait en réalité 33. Donc, bon, l'idée c'est quoi? C'est qu'en fait, les nombres tout petits, quand je dis tout petit, c'est en valeur absolue, bien sûr, car des nombres tout petits avec une très grande valeur absolue, ça ne pose pas de problème. Mais donc, les nombres qui sont proches de 0, disons, on va utiliser un autre système. Donc, disons que l'exposant, lorsque l'exposant vaut 0, on va arrêter de faire le système du décalage. Je rappelle que le plus petit exposant dont j'ai parlé tout à l'heure, c'était quoi? C'était ça en fait. C'était voilà. Si je code le nombre 1 dans l'exposant, j'applique le système ordinaire. 1 moins 127, ça fait moins 126. Ça me permet de coder des tout petits nombres. Maintenant, donc, on bascule sur un autre système, qui est le système dit dénormalisé. Si j'essaie donc de prendre un exposant encore plus petit, c'est l'exposant 0. Vous voyez qu'ici, il y a écrit dénormalisé. Bon, vous comprenez du même coup que tous les autres nombres étaient des nombres normalisés. Alors, on peut coder des nombres dénormalisés, donc d'une nouvelle manière, on va le voir. Vous voyez en tout cas que l'exposant n'a pas changé. L'exposant était 2 puissance moins 126 tout à l'heure. Si je bascule sur un nombre dénormalisé, on a à nouveau le même exposant. Bon, la seule différence, c'est quoi? C'est que notre fameux bit caché a disparu. Et il a été remplacé par 0, donc les nombres dénormalisés sont des nombres qui basculent sur un autre système. Le bit caché sera 0, au lieu d'être 1, comme tous les autres. Bon, sans surprise, le nombre 0 va s'écrire comme ceci. Positif ou négatif. D'ailleurs, vous remarquez que curieusement, il existe deux écritures de 0 dans le standard IE 754. Il existe plus 0 et moins 0. Bon, d'un point de vue arithmétique, ils ont la même valeur, mais on peut stocker les deux. On peut stocker les deux valeurs différentes si on le souhaite. L'exposant et l'exposant dénormalisé. Ce sera 0. Et bien sûr, la mantis, c'est 0, puisque, évidemment, si je mets des chiffres dans la mantis, ça va changer le sens. Regardez quelque chose. Si je prends le plus grand nombre dénormalisé que je peux écrire, donc on va dire 0,111, alors vous voyez d'ailleurs ça s'écrit au-dessus. Vous voyez qu'en fait, je suis en train de frôler le nombre 1 par en dessous, bien sûr. Je suis en train de m'approcher du nombre 1. Je rappelle que donc la mantis, commençant par 0, ici,
en mettant toutes les valeurs à 1, j'essaie de m'approcher le plus possible de 1, je ne pourrai évidemment pas l'atteindre. J'ai ici un nombre qui, vous le voyez, vaut à peu près 1,175 fois 10 puissance moins 38. En fait, ce nombre va faire la jonction avec le plus petit nombre dénormalisé. En effet, si je prends cette fois le plus petit nombre dénormalisé qui existe, c'est en fait quoi? Ça va être l'exposant 1, donc 2 puissance moins 126, et puis une mantis qui vaudra 1. Vous voyez que ma mantis vaut exactement 1. Le 1, il sort d'où? Le 1, c'est le 1 caché de tout à l'heure. Et par contre, j'ai mis tous les autres chiffres à 0, et vous voyez qu'on retombe sur le même nombre. Ce n'est pas exactement le même nombre. En fait, voilà. Nous allons avoir une jonction parfaite entre des nombres tout petits et dénormalisés qui seront très proches du plus petit nombre normalisé suivant. Donc en fait, vous voyez qu'on a un système assez fluide qui va nous permettre donc de rattraper, de rejoindre l'autre système avec une autre écriture. C'est pour ça qu'il était capital de ne pas changer d'exposant. L'exposant vaut moins 126 dans les deux cas, mais dans un cas nous avons un 1 qui est caché, et dans l'autre cas nous avons un 0 qui est caché. Si donc j'essaie de prendre le plus grand nombre dénormalisé, je vais en fait me rapprocher du plus petit nombre normalisé que nous avions tout à l'heure. Bon, donc voilà pour le principe général. À ne pas connaître par cœur, évidemment, c'est bien que vous l'ayez vu une fois, donc le signe, l'exposant, la mantis. Ce que je vous demande de retenir, c'est les deux choses qui vont suivre. Qu'implique la mantis, on l'a un petit peu vu tout à l'heure, un certain nombre ne peuvent pas être codés de manière très précise. Et puis qu'implique l'exposant, l'ordre de grandeur auquel vous avez le droit, on va un petit peu voir ça. Donc je reviens sur mon nombre de tout à l'heure, 0,1. Bon, 0,1 est un nombre que les ordinateurs n'aiment pas beaucoup. C'est un nombre qui, vous le voyez, donne systématiquement lieu à une erreur. De quel ordre de grandeur? On va le voir dans un instant. C'est important parce que parfois vous avez des problèmes réels qui peuvent se produire. Il y a eu des accidents industriels graves comme l'explosion de la première fusée Ariane 5 ou bien l'échec de la plus grande partie des missiles Patriot pendant la première guerre du Golfe, qui venait en fait du fait que les ingénieurs avaient oublié ce genre de choses. Dans le cas des missiles Patriot, je crois qu'on était exactement dans l'exemple de la boucle que je vous ai représenté tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un compteur interne qui était là pour compter le temps. Alors, ce n'était pas les secondes, c'était probablement pas non plus les dixièmes de seconde, ni sans doute les centièmes, c'était peut-être les millièmes ou les 10 millièmes ou peut-être plus raisonnablement le millionième de seconde. Tiens, on n'a qu'à essayer de voir ce que ça donne si on essaie d'imaginer un petit peu notre missile Patriot qui a un compteur qui aurait à peu près cet ordre de grandeur. Je ne sais pas si je suis bon ici, ça devrait être, oui je crois. Si je refais la même boucle que tout à l'heure, bon, vous voyez que quand même, vous voyez quand même qu'il y a une erreur qui s'est cumulée ici. Et quand on pense que c'est pas 1 million de fois que ça devrait tourner, mais peut-être 100 millions ou 1 milliard de fois, vous voyez que l'erreur va progressivement devenir de plus en plus significative et devenir incompatible avec la précision de quelque chose d'aussi sophistiqué qu'un missile d'interception. Donc voilà. Après, il ne faut pas en avoir peur. Alors, ce que je vous demande, c'est de ne jamais faire d'égalité entre les nombres flottants. Vous ne testez pas l'égalité. L'usage, on l'a déjà vu en cours, c'est de tester l'écart entre les deux. Il est tout à fait correct d'écrire ceci. Je cherche l'écart entre 0,3 d'une part et 0,1 plus 0,2. Et qu'est-ce que j'essaie de voir? Si cet écart est suffisamment petit. Bon, on peut par exemple raisonnablement partir sur une précision de 10 puissance moins 12. Ce que je viens d'écrire est correct. Je viens de tester si 0,3 moins 0,1 plus 0,2 en valeur absolue est plus petit que 10 puissance moins 12. Ça, je peux le faire. Après, il ne faut pas forcément avoir peur des nombres flottants. Si vous avez de bonnes raisons de supposer que vous travaillez de manière exacte, l'égalité est légitime. Si je travaille par exemple sur des entiers que j'aurais stockés avec des nombres flottants, pourquoi pas? Je suis en droit d'attendre effectivement que 1 plus 2 soit strictement égal à 3. Ça ne posera pas de problème car je sais que ces deux nombres peuvent correctement être codés. Si pour une raison ou une autre, alors c'est probablement pas le cas en analyse numérique, mais si en arithmétique, si vous faisiez plus des mathématiques, disons, vous savez pour une raison ou une autre que vous travaillez sur des puissances de 2, il n'y a aucun problème à faire quelque chose du genre 0,75 est égal à 0,5 plus 0,25. Je suis
parfaitement en droit d'attendre que le résultat soit juste, parce que là je sais ce que je fais. Tous ces nombres se codent sans problème dans le standard IEE 754. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est quoi? C'est l'ordre de grandeur. Donc on vient de voir que vous avez droit, peut-être avant de parler de l'ordre de grandeur, peut-être parler de la précision. Alors, vous avez en haut de l'écran le nombre de chiffres qui permettent de coder la mantis, donc retenez ça. 23 plus 1, ça fait 24 pour la simple précision. 52 plus 1, ça fait 53 pour la double précision. Bon, ça correspond à quoi? Alors, vous savez que si vous avez si vous codez un nombre en base 2, vous savez que le nombre de chiffres qui sont nécessaires pour stocker ce nombre, c'est son logarithme. Si vous avez un nombre de chiffres, pour stocker un nombre en base 2, vous pouvez faire le contraire. Si je fais 24 fois log de 10 sur log de 2, cela me donnera le nombre de chiffres en base 10 auquel correspond c'est le contraire. Si je fais fois log de 2 divisé par log de 10, cela me donnera le nombre de chiffres en base 10 auxquels correspondent 24 chiffres en base 2. Alors vous voyez que ça en fait 7. Simple précision, c'est pas énorme comme précision. J'ai le droit à 7 chiffres significatifs si je parle en base 10. J'ai le droit à 24 chiffres si je parle en base 2. J'ai le droit à 7 si je parle en base 10. Maintenant, vous, ce qui vous intéressera le plus en analyse numérique, c'est la double précision. Vous avez donc droit à une mantis de 53 bits. Alors voilà, retenez ça, c'est à connaître par cœur. On est presque à 16. Vous avez droit à entre 15 et 16 chiffres significatifs quand vous travaillez avec des nombres en double précision. Vous ne pouvez pas avoir plus. Ça ne veut pas dire que vous travaillez forcément à 10 puissance moins 16 près, puisqu'encore une fois, la souplesse de ce type, c'est que l'ordre de grandeur est indépendant. Ce que je veux dire, c'est que entre le premier chiffre significatif et le dernier, vous ne pouvez en avoir que 15 ou 16. Que ce soit à 10 puissance moins 100 ou à 10 puissance 100, ça ne change rien. Mais voilà, vous n'aurez jamais plus de 15 ou 16 chiffres après la virgule. Donc bon, en analyse numérique, travaillez souvent quand vous faites des tests ou quand vous cherchez à résoudre des équations à 10 puissance moins 12 près. C'est quelque chose de correct, je pense, comme précision. Après, une autre chose, ça va être l'exposant. On a vu, en simple précision, je vais plutôt afficher ça en haut, il est codé sur 8 bits, donc il va de 2 puissance moins 126 à 2 puissance 127. Alors ça donne quoi en base 10? Ça c'est important à savoir. Bon, 2 puissance 127, vous voyez que c'est 1,7 puissance fois 10 puissance 38. Bon, moins 126, les nombres tout petits en valeur absolue, on l'a fait tout à l'heure, vous vous souvenez que c'était 1,175 fois 10 puissance moins 38. Donc voilà, c'est pas énorme. La double précision apporte quand même une vraie différence, peut-être pour vous. Donc on va regarder de quoi il s'agit. Vous voyez que vous avez le droit de coder des nombres qui vont de 2 puissance moins 1022 à 2 puissance 1023. Ça fait quoi? Ça fait ceci. Alors, 1023. Voilà, à connaître, là aussi par cœur, 307. En gros, vous pouvez coder des nombres qui vont jusqu'à 10 puissance 307. Faisons un test. 1,5 fois 10 puissance 307. Ça a l'air de marcher. Qu'est-ce qui se passe si j'essaie d'aller un petit peu plus loin? Alors là, ça marche aussi. Voilà. Si je monte un tout petit peu trop haut, je bascule sur quelque chose qui est l'infini. Pourquoi est-ce que 308 ça marchait? Parce qu'en fait, regardez, si vous regardez bien, j'ai le droit à 8,988 fois 10 puissance 307, mais ma mantis a le droit, bien sûr, d'aller jusqu'à 2 ou de frôler 2. Donc, bien évidemment, 1,9, disons, 1,9 fois ce nombre que vous aviez ici, c'est inférieur à ce nombre que j'ai affiché là. Donc, ce nombre, c'est bon. Par contre, là, j'étais un petit peu trop loin à la ligne suivante, l'infini. Alors, tiens, c'est une particularité dont j'ai oublié de parler. Vous avez une deuxième catégorie de nombres qui ne sont pas normalisés. C'est justement lorsque l'exposant
lorsque vous rentrez 255, vous basculez sur d'autres nombres. Hein. Donc en fait, vous avez deux catégories d'exposants qui modifient un petit peu le comportement du système. C'est l'exposant 0, donc ce sont des nombres, mais ce sont des nombres dénormalisés, on l'a vu tout à l'heure. Et puis l'exposant 255 qui vous permet de coder quelques nombres. Il n'y en a pas beaucoup en fait, hein. Tout n'est pas utilisé ensuite au niveau de la mantis, mais ça vous permet de coder quelques nombres, si vous voulez. Ce sont des nombres, mais ils sont tout à fait particuliers. En tout cas, ce sont des valeurs, disons. Ce sont des valeurs prévues par le standard. Vous avez l'infini. L'infini est une valeur correcte dans ce standard. Bon, qu'est-ce que vous pouvez en faire? Pas énormément de choses. Ça peut être utile quand même. Donc, il a quelques propriétés arithmétiques, ce nombre. La première, c'est bien sûr que si j'ajoute un autre nombre, ça fait toujours l'infini. L'infini plus 1, ça fait l'infini. C'est un nombre qui a une particularité pour les comparaisons. Il est plus grand que n'importe quel autre nombre. Donc il est plus grand que par exemple 1,5 fois 10 puissance 308. Voilà, il est plus grand que tout autre nombre. Donc ça peut être utile, on l'a déjà vu, lorsqu'on cherche par exemple à calculer le maximum d'un nombre, parfois, ou le minimum, on aime bien initialiser parfois des registres à l'infini. Vous avez moins l'infini. Si je modifie le premier bit, qui est le bit de signe, bien évidemment, on s'en doute, moins l'infini, c'est aussi une valeur qui est prévue, vous pouvez le voir ici. Après, vous avez également d'autres valeurs qui sont prévues, mais ce sont la seule autre. De mémoire, je pense qu'il n'y a que 3 valeurs utiles pour l'exposant 255, c'est plus l'infini, moins l'infini. Et puis, si vous mettez n'importe quoi dans la mantis, si vous mettez autre chose que des zéros, à ce moment-là, vous basculez sur une troisième valeur, qui est la valeur NaN. NaN, c'est l'abréviation de Not a Number. Je ne sais pas si on peut y accéder, si peut être comme ceci. Voilà. Voilà, donc la valeur NaN, c'est la valeur Not a Number. C'est une valeur qui permet de spécifier que le nombre manipulé n'est pas un nombre. Alors, c'est par exemple ce qu'un microprocesseur retournera dans le cas d'une division par 0. Python est un langage de plus haut niveau, et si vous faites une division par 0, il provoquera une erreur, mais le processeur ne peut évidemment, lui, de son côté, pas provoquer une erreur. Il va donc retourner cette valeur particulière qui est Not a Number, que vous pouvez retrouver en analyse numérique. Pourquoi? Parce qu'en analyse numérique, vous allez utiliser le module NumPy, vous allez travailler sur des très gros tableaux qui contiennent des millions de valeurs à la fois. Ces valeurs sont souvent des valeurs empiriques qui viennent d'on ne sait pas trop où. Il y a des erreurs de mesure. Il y a forcément des petites valeurs bizarres qui traînent dans votre tableau. Il est impossible qu'un programme plante juste parce qu'il y aura une division par 0 quelque part parmi les millions et des millions de divisions que vous allez faire simultanément. Donc, autant en Python standard, vous aurez une erreur dans le cas d'une division par 0, autant sous NumPy, vous aurez plutôt, en fait, vous aurez le programme ne va pas planter, mais vous aurez des valeurs NaN qui auront été réparties donc, à quelques endroits dans vos tableaux de valeurs. Alors voilà, je crois que là j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, donc je le récapitule. On travaille donc sur une norme qui permet de stocker les valeurs les nombres à virgule, donc sous une forme flottante, à un très bas niveau, donc au niveau du microprocesseur et non pas simplement du langage Python. Ce standard s'appelle le standard IEEE 754. Il procède en découpant les 32 bits de stockage en 3 zones qui se suivent. Elles sont mises bout à bout. Évidemment, il n'y a pas de séparation, elles sont juste collées bout à bout. Le premier bit désigne le signe, les 8 suivants l'exposant. Les 23, n'oubliez pas, les 23 suivants désignent les 24 bits de la mantis grâce à un bit caché. Vous retenez donc surtout les contraintes que cela aura pour vous, c'est-à-dire des contraintes de précision, donc 10 puissance moins, enfin 15 chiffres significatifs pour le type double précision qui est celui que vous aurez le plus souvent l'occasion d'utiliser. Et puis vous retenez un ordre de grandeur, c'est un tout petit peu moins important, mais donc à connaître. Vous allez en gros de 10 puissance moins 307 en valeur absolue, enfin, sauf dans le cas de 0 bien sûr, jusqu'à 10 puissance 307 pour des très très grands nombres en valeur absolue. Vous avez un signe bien sûr, tout cela peut devenir négatif. Et puis vous n'oubliez pas l'existence de ces deux valeurs, l'infini. L'infini, c'est possible. Et puis cette autre valeur que vous rencontrerez forcément un moment ou un autre, parce que ce sera forcément des résultats de manipulation de très gros tableaux,
n à n. N à n, ça veut dire not a number, et donc c'est cette valeur qu'il faut identifier. Elle résulte très souvent donc, du fait qu'il y a eu un problème à un moment ou un autre dans les calculs. Bien, je vous remercie.